Steve qui est à la civette, qui est responsable du département Rome, on va dire ça comme ça, mais qui vend aussi des cigares. Et donc, Steve, aujourd'hui, tu vas d'abord te présenter, hein, expliquer un peu ce que tu fais à la civette. Et puis, par la suite, on te transmettra les questions des confrères. Nous aussi, on a quelques questions et comme ça, on va pouvoir… je ne t'entends plus, Jerry. Une petite coupure peut-être, ça commence bien. Parce que lui, il est un peu fixe là. Ça va, tu nous entends? Il a du mal. Ouais, c'était au niveau de sa connexion tout à l'heure où ça buguait. Ouais. Désolé, parce que je crois qu'il est sur iPhone. Bon, on va essayer de le récupérer. On va essayer de récupérer ça. En attendant, quand même, merci d'être encore là pour ceux qui sont là. Hein, donc, les quelques membres qui nous suivent encore, après ce grand nombre de lives. Encore un programme très chargé cette semaine et pas mal de surprises déjà pour la semaine prochaine. Mais cette semaine, on a donc aujourd'hui Steve. Demain, on sera avec Karine Lassalle de JM. Mercredi, il y a quoi déjà mercredi? Tu as le programme par cœur, Jerry? On a l'Ammonie Trois-Rivières avec Virginie Poupeville qui est responsable qualité de la distillation. Exactement. Steve est revenu. Vous m'entendez là? Là, c'est mieux. Ok. Là, je vous entends aussi. Ça a coupé tout à l'heure. Je ne vous entendais plus. Oui, donc je disais, donc Steve, que tu es responsable du département Rome à la civette qui se situe à Paris, à Louvre, pour ceux qui ne sont pas parisiens, et que tu vends aussi des cigares. Ce que je te propose, c'est de te présenter, hein, de dire comment ton parcours, comment tu es arrivé à la civette, et puis expliquer ton boulot. Et puis par la suite, on te transmettra les questions des confrères, ainsi que des questions que Benoît et moi-même avons de notre côté. Ok, très bien. Du coup, voilà, moi je m'appelle Steve, comme vous l'avez dit, je suis d'origine martiniquaise. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, donc j'ai grandi en contact du rhum. Avant de travailler à la civette, je travaillais dans les duty-free à Roissy. Donc dans tout ce qui est vin et spiritueux, j'étais responsable d'une des plus grandes caves à vin donc des boutiques duty-free de Roissy. Donc c'est vraiment ce qui m'a, on va dire, mis un peu le pied à l'étrier dans le monde des vins et des spiritueux, également des cigares, parce qu'on vendait aussi des cigares. Et donc voilà, après, passion, formation professionnelle, curiosité personnelle, ont fait que voilà, j'ai cherché à me spécialiser un peu dans le milieu des spiritueux, à appliquer mes connaissances aussi dans le monde du rhum et donc comprendre un peu le travail qui était fait donc sur les rhums agricoles, les rhums de manière générale, mais surtout les rhums donc de chez moi, forcément. Et voilà, c'est par l'intermédiaire d'une rencontre aussi dans le monde du rhum. C'est par l'intermédiaire d'une rencontre heureuse que j'ai rencontré donc le gérant des lieux et qui m'a proposé en fait de reprendre sa partie spirituelle qu'il venait de lancer à la civette du Palais Royal et développer un peu l'endroit. Donc voilà, à la civette, donc moi je m'occupe donc de la partie rhum principalement. Tout ce qui est référencement, référencement, choix des produits, formation des collègues, événements divers autour du rhum, donc à la civette. On organise régulièrement des ateliers dégustation, des ateliers pairing autour du cigare et donc des spiritueux. Et donc, je m'occupe aussi d'organiser en partie ces événements. Et voilà, après, faire découvrir de manière générale les rhums à nos clients, ceux qui souhaitent déguster, découvrir, et voilà. Alors justement, c'est pour cette histoire de pairing entre rhum et cigare que tu interviens aujourd'hui sur la confrérie du rhum. On t'en remercie d'ailleurs. On a un certain nombre d'amateurs de cigares parmi nous. Ouais. Deux avec toi, là, hein, donc Jerry et moi-même. Ouais. Et donc, voilà, si maintenant, imaginons, je me mets à la place d'un néophyte le plus complet qui ne connaît absolument rien, quels seraient les premiers conseils que tu donnerais pour pouvoir assembler le mieux possible
une soirée rhum-cigare. Voilà. Faut savoir que les pairings, c'est toujours question de goût. On reste sur une base, c'est quelque chose de subjectif. Néanmoins, il y a quand même quelques petites choses à savoir pour faire des pairings intéressants. Le plus important, de prime abord, il faut déjà connaître un peu les notes des différents produits qu'on a. À la fois les spiritueux, à la fois les cigares. Par exemple, moi, quand je découvre un nouveau cigare, je vais commencer d'abord à fumer le cigare avant de choisir qu'est-ce que je mets en face, histoire de voir les notes qu'il développe et à partir de là, essayer de choisir un peu ce que je mets en face. Il y a plusieurs façons de faire des associations. Il y a plusieurs associations qui fonctionnent, que ce soit des associations donc des semblables. On va chercher à associer des notes identiques. Donc par exemple un côté un peu sucré, du sucré avec du sucré, par exemple, pour faire large. C'est dans les cigares et dans les spiritueux, ça peut se traduire par exemple un cigare qui va développer des notes un peu épicées, torréfiées. On peut le mettre avec un spiritueux pareil, un peu boisé, épicé. Voilà, ça peut être une possibilité. Le plus important, c'est vraiment un peu de déceler les notes que vont développer à la fois les cigares, à la fois le spiritueux. C'est vraiment la base, quoi. Alors après, on a ce qu'il faut savoir pour les gens qui s'y connaissent peut-être un peu moins. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les différentes parties que compose un cigare, justement? Bien sûr. Alors le cigare, donc se compose. On part de la base. Hein. C'est uniquement des feuilles de tabac, uniquement des feuilles de tabac roulées. On parle bien de cigare et pas de cigarios. Hein. C'est uniquement des feuilles de tabac qui sont roulées entre elles. Donc il y a ce qu'on appelle la tripe, donc c'est vraiment la partie centrale du cigare, c'est ce qui va définir à la fois le profil aromatique principal et la combustion du cigare, le tirage en fait. Donc la tripe va être enveloppée dans une nouvelle feuille de tabac qui sera la soucap, qui va également apporter un peu de notes, mais c'est un peu plus subtil. Et enfin le tout sera enveloppé donc dans une feuille de tabac, celle qu'on voit à l'extérieur, qui est la cape, qui est vraiment esthétique. La feuille de cap peut apporter un peu d'arôme, un peu de notes, mais c'est vraiment très subtil. Alors moi, j'ai une question, Steve. Oui. J'arrive donc dans ta boutique. Hein, on se rencontre et je te dis, voilà, j'aimerais débuter dans le cigare. J'y connais rien. Que me conseillez-vous? Pour commencer, il faut savoir que les cigares, c'est assez puissant en bouche. Même si on part sur un cigare qui est léger, qui est catégorisé comme léger, il sera quand même assez prenant en bouche. Pour quelqu'un qui n'a jamais fumé, même un cigare léger peut trouver ça puissant. Donc c'est pour ça, voilà, vaut mieux partir sur des cigares plutôt light, très légers, très fins. En général, ce sont des cigares du Honduras qui auront des notes un peu végétales, herbacées. Ça va être assez aérien, assez facile à prendre en bouche, assez facile d'accès. Voilà, plutôt commencer par ce type de cigare. Après, évoluer sur des choses un peu plus puissantes, un peu plus complexes. Mais voilà, plutôt des cigares faciles d'accès, du hondurien, plutôt léger, plutôt aérien. Plutôt commencer par ces cigares-là. Est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner? Par exemple, oui. Oui, avant les exemples, est-ce que ça dépendra aussi du type de rhum que je bois? Ça va dépendre. Après, effectivement, je pense que dans un premier temps, pour quelqu'un qui n'a jamais fumé le cigare, vaut mieux privilégier le cigare léger et après mettre un rhum adéquat en face. Et pas prendre le problème dans l'autre sens. Parce que si c'est quelqu'un qui est habitué à boire du rhum, qui va prendre un rhum plutôt puissant, très aromatique, il faudra un cigare aussi qui sera assez puissant pour tenir en face et pas se faire écraser par le rhum. Et là, si quelqu'un qui déguste un cigare trop puissant d'emblée, ça peut mal se passer. Alors tiens, justement, avant de venir aux exemples encore, on a déjà une question qui nous vient avec quelqu'un qui recherche un cigare à combiner avec une flibuste. Qu'est-ce que tu conseillerais? Avec une flibuste, donc des notes plutôt sucrées, mielées, fruitées. Je vois bien. Je sais pas si la personne a déjà un terroir qu'elle apprécie. Mais moi, je vois bien partir sur un cubain, peut-être un Cohiba qui a des notes assez mielées, assez suaves, puissance moyenne. Cohiba, ça peut être très bien. Je vois également du Hopman qui sera également sur une puissance intermédiaire, également sur ces notes assez mielées. Voilà, peut-être aussi du Cuba. Voilà, plutôt Cuba. Parce qu'après, quand on part sur du Nicaragua, par exemple,
Nicaragua, c'est un terroir volcanique. C'est un terroir qui a beaucoup la côte en ce moment. Terroir volcanique. Donc, on est vraiment sur les notes plutôt poivrées, épicées. C'est très puissant pour la majeure partie. Et voilà, je partirais plus sur des cubains qui peuvent avoir un côté un peu plus rond, mielé et crémeux. La personne nous confirme justement qu'elle est débutante. Ok, dans ce cas, plutôt un Upman, Cohiba, pas le Robusto de Cohiba parce qu'il est assez puissant, mais plutôt des modules dans la ligne Siglo de chez Cohiba. Voilà, c'est peut-être plus ces notes-là. Et donc, pour revenir sur ce qu'on disait, donc tu proposais des exemples de cigares légers, justement. En cigare léger, on peut partir par exemple sur tout ce qui est chez les Macanudo White, qui sont très Honduras. On peut partir également sur les fleurs de selva ou également sur du Heroa. Heroa, très bon cigare du Honduras, considéré parmi les meilleurs cigares du Honduras. Donc du Heroa, le classique Robusto, c'est un cigare excellent. Alors, on a un peu cette légende maintenant, ce cliché, si on veut, un peu comme pour les rhums martiniquais, certains vont dire que ce sont les meilleurs rhums du monde. On a un peu cette image comme quoi les cigares cubains sont les meilleurs cigares du monde. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un mythe? On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment toujours question de goût. Néanmoins, Cuba n'est pas le premier terroir mondial, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est plutôt la République dominicaine, que ce soit en termes de superficie de production qu'en termes de volume et de référence. Après, c'est vrai que le terroir cubain a quand même quelque chose de spécial qui fait qu'aujourd'hui il est aussi célèbre. On est vraiment on peut avoir vraiment des palettes aromatiques très larges sur les cigares cubains et il y a un niveau de complexité qui est différent. C'est le meilleur terroir, je ne dirais pas, mais ça reste quand même un terroir très spécial. Et je comprends pourquoi aujourd'hui les Cubains ont autant de succès. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres terroirs qui sont en train de proposer des choses très très sympathiques. Et Cuba est loin d'être aujourd'hui le seul terroir, quoi. Oui, mais est-ce qu'on peut dire que les Cubains ont une qualité, quelles que soient les marques, un peu comme les rhums arrosés de la Martinique, et qu'on est sûr de ne pas être déçu par un Cubain, alors que dans d'autres contrées, on peut avoir de très bons cigares et des cigares qui sont pas bons du tout. Alors, je veux prendre ta question dans deux sens différents. Le premier en termes de gustatif. C'est-à-dire, si on part sur un cigare cubain, tout le monde peut trouver un cigare qui lui plaise, qui lui corresponde, parce que vraiment, il y a une palette aromatique assez large. Après, en termes de qualité du produit aujourd'hui, on s'en rend compte depuis quelques années. On a beaucoup la qualité, en fait, est en train de baisser, hélas. On a beaucoup de déchets sur les cigares cubains aujourd'hui, des déchets qu'on ne retrouve pas sur les autres terroirs. Comment ? C'est dû à quoi? C'est dû à la très forte demande, la très forte production. Voilà, il n'y a pas le temps de laisser se reposer les terres, il n'y a pas le temps de laisser vieillir les feuilles de tabac parce qu'on les fait vieillir avant de rouler les cigares. Donc il y a beaucoup moins de temps pour ça parce qu'il y a énormément de demande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des terroirs comme le Nicaragua, je disais, la République dominicaine, ont aujourd'hui cet avantage de pouvoir proposer des cigares avec, par exemple, des feuilles de tabac de 15 ans, 18 ans, 21 ans, ce qui aujourd'hui n'est pas possible à Cuba. En tout cas, ne se fait pas. Alors, on a quelques conseils. Pour le coup, ça va être des conseils vente, tout simplement, qui nous viennent dans les commentaires. Ouais. Des gens qui demandent justement conseil par rapport à certains rhums. Et inversement, même, on nous demande quel rhum mettre face à un certain cigare. Par exemple, je reprends une question. Avec un petit Joyitas, qu'est-ce que tu mettrais comme rhum? Joyitas, moi, je verrais bien cigare plutôt un petit peu, voilà, plutôt terreux. Je verrais bien peut-être. On peut partir sur un Saint James, pourquoi pas, avec ce côté un peu boisé. On peut partir sur un Saint James. Après en particulier? Comment? Une référence en particulier? Je pense un 12 ans, c'est très bien. C'est plutôt le 12 ans. Un 12 ans de Saint James, ça passe très bien pour moi. Avec un peu cacao, café. Voilà, c'est ça. Parce que Monte Cristo Joyitas, on est effectivement sur des notes plutôt terreuses, torréfiées. Donc voilà, je pense qu'avec ce côté du Saint James, ça peut passer. Ouais.
Alors, le confrère nous demandait si, avec un rhum blanc, tu mettrais le Joey Test avec un rhum blanc. Quel rhum blanc? Dur à dire avec un rhum blanc. C'est vrai que je ne serais pas parti d'emblée sur un rhum blanc. S'il fallait en citer un, j'aurais peut-être dit la cuvée Renaissance de 1710. Le petit passage en fût de cognac peut lui apporter peut-être une petite touche un peu différente, un peu boisée, qui peut éventuellement, mais c'est vrai que sur un rhum blanc avec ce cigare-là, ça peut être assez délicat. Ok, et ensuite par rapport à la question suivante, tout simplement, donc bonjour Steve, quel pairing recommandes-tu avec un rhum vieux JM? Alors ce serait lequel de JM? C'est pas précisé. Donc si la personne veut bien préciser dans sa question, ce serait peut-être bien, comme ça on y revient un peu. Donc avec quel JM et également votre niveau, plus ou moins en termes de cigares, si vous êtes débutant ou pas, ça permettra peut-être de mieux pouvoir aider Steve. Bien sûr. Après, voilà, sincèrement, c'est comme je disais, c'est vraiment subjectif. Faut pas hésiter à goûter. Chaque personne aura son ressenti différent par rapport à un pairing. Et voilà, faut pas hésiter non plus quand vous fumez un cigare à se faire un petit line-up de rhum et à en goûter plusieurs tout au long du cigare. Ça peut aussi vous aider à choisir le pairing qui vous plaise le mieux en fait. C'est vraiment question d'expérience. Il faut goûter, il faut essayer des choses. Il y a quelques petites choses à savoir de base, mais après c'est vraiment question d'expérience. Alors, je pense que, on va quand même pas tous les faire, parce que là, tout le monde commence un peu à demander conseil. À la limite, ce que Steve va peut-être faire, s'il a le temps, ça sera après le live d'aller répondre, conseiller les gens éventuellement dans les commentaires. Si ça te bien sûr. Avec plaisir. Tu as quand même une question de Dominique de la Guigneraie, que tu connais bien. Ça va, Dominique? Et qui te demande, avec un Admiral Rodney, qu'est-ce que tu mets en face? Admiral Rodney, moi je verrais bien peut-être un Short Churchill Roméo et Juliette. Ouais. Je verrais bien ça dessus. Dominique de la Guigneraie, qu'on retrouve d'ailleurs en live avec nous jeudi prochain. Voilà, tout à fait. Salut Dominique. Voilà. Alors, on a de temps en temps des gens qui rencontrent certaines difficultés avec leur cigare, notamment en termes de conservation. Est-ce qu'il y aurait quelques conseils à donner? Parce qu'on voit quand même régulièrement des problèmes, que ce soit des problèmes d'humidité, de conservation, voire même d'insectes, de nuisibles. Des conseils basiques, en fait, le b.a.-ba de l'amateur du cigare qui souhaite en conserver chez soi. Le plus efficace, le plus optimal, c'est bien évidemment d'avoir une petite cave à cigare. Après, si on n'a pas, il y a quand même des moyens assez simples qui existent pour conserver les cigares assez facilement. Le plus important, c'est d'avoir un environnement hermétique. Donc, ça peut être Tupperware, par exemple. Ça peut être une petite pochette plastique, un petit ziploc, comme on vous donne parfois dans les caves à cigares. Le plus important, c'est d'avoir un environnement hermétique, donc qui conserve l'humidité que les cigares ont déjà. Après, c'est vrai que la question de la conservation est assez délicate parce que on ne peut pas parler de conservation, de taux d'humidité sans parler de température. Pour une température donnée, on a un taux d'hygrométrie qui va avec. Là, c'est vraiment pour les gens qui veulent rentrer dans les détails et faire des choses carrées. Mais en tout cas, voilà. En général, il est recommandé entre 60 et 65% d'humidité pour les cigares cubains. Et on peut monter un peu plus, entre 65 et 70 pour les cigares du Nicaragua, par exemple, qui vont demander un peu plus d'humidité. Voilà, c'est très important de ne pas dépasser le seuil des 70% d'humidité. 70, c'est déjà énorme. Et ça peut, surtout si ce sont des personnes qui souhaitent faire vieillir et conserver les cigares sur le plus long terme, ça peut amener en fait au développement de moisissures. La moisissure, on va la reconnaître vraiment sur le pied du cigare. Donc là, j'ai un exemple avec moi. Bien souvent, on a des gens qui se posent la question de savoir, parfois il peut y avoir une petite mousse blanche sur le long du cigare. Est-ce que c'est grave? La petite mousse blanche, c'est pas grave. Au contraire, c'est plutôt très bon signe. C'est de la fleur de cap. Ça veut dire que le cigare est conservé dans un taux d'humidité qui est suffisant, peut-être même un peu excédent. Un peu trop. La moisissure, elle, ça va être une petite tache blanche qui va se mettre ici, sur le pied du cigare. Et là, à la dégustation, ça va complètement flinguer la palette aromatique du cigare.
Donc ça peut arriver quand on a des taux d'humidité qui dépassent 70% et sur une longue période de temps. Mais autrement, non, 60-65% pour les Cubains, on peut monter à 70% sur les cigares du Nicaragua, de la République dominicaine, c'est pas bien grave. Après, si on a un taux d'humidité qui est déjà assez élevé dans la cave et qu'on veut déguster son cigare, rien n'empêche de le sortir de la cave une demi-heure, une heure avant, qu'il redescende un peu en humidité et qu'il soit au bon taux au moment de la dégustation. Alors, concernant les caves à cigares, on voit fleurir depuis quelques temps maintenant aussi des gens qui font des caves à cigares faites maison, Ouais. Notamment avec des caves à vin, qui sont pour le coup moins chères à l'achat, et qui peuvent transformer d'une certaine manière. Qu'en penses-tu ? Les caves à vin peuvent faire le job dans la mesure où elles sont bien hermétiques. Et mais voilà, le même problème, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui diffuse de l'humidité à l'intérieur. Si c'est simplement une cave à vin et on met les cigares dedans, ça ne servira à rien et au contraire, ce sera même mauvais dans la mesure où la cave à vin en général, une cave à vin, on la règle sur une température qui est assez basse. La température de conservation du vin et du cigare n'est pas du tout la même. C'est pour ça que je parlais, d'un taux d'humidité par rapport à une température tout à l'heure. Quand je parlais de 60-65% d'humidité, c'est pour une température environ de 22-23 degrés. Ouais. Donc, voilà, mettre dans une cave à vin, pourquoi pas, mais faut contrôler la température et il faut qu'il y ait quelque chose qui diffuse de l'humidité dans cette cave à vin. Et voilà, il faut soit la modifier, la trafiquer pour mettre un humidificateur à l'intérieur, ou sinon voilà, il faut quelque chose qui diffuse de l'humidité, quoi. Alors, on a plusieurs possibilités, enfin plusieurs façons de couper les cigares. Oui. Donc la coupe droite, les percés, ou bien même en V-cut. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces différents types de coupes et les différences gustatives qu'elles peuvent amener? Ouais. Alors, en ce qui concerne la coupe droite, c'est la coupe la plus classique. C'est celle qu'on voit le plus souvent. Donc, on va simplement guillotiner le cigare, donc le plus court possible. C'est important puisque je sais pas si vous avez l'occasion de faire attention, mais je sais pas si on verra bien à la caméra, mais vous avez un petit chapeau qui est au-dessus de la tête du cigare. C'est vraiment la partie qu'ils vont coller en dernier. Si on coupe plus loin que le bord du cou, ça peut arriver que le cigare commence à se dérouler. C'est assez désagréable après à la dégustation. Donc on va vraiment couper le plus court possible. Le but c'est de créer un passage d'air, c'est pas de couper la moitié de la tête, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la coupe droite. En ce qui concerne l'emporte-pièce, le poinçon va simplement percer la tête. On va simplement faire un petit trou à ce niveau-là. Ça va éviter de tout couper. Ça fait une coupe beaucoup plus propre. Et l'avantage, c'est que ça va permettre de concentrer donc toute la fumée dans une petite sortie, et faire qu'on a une impression un peu plus de puissance en bouche. Donc ça, vous pouvez le faire sur des cigares peut-être un peu plus légers. Vous aurez peut-être l'impression qu'il gagne un peu en puissance et c'est simplement voilà que la sortie tout sera un peu plus condensé. Et puis le V-cut, ça permet, c'est vrai que c'est à la mode en ce moment. J'utilise un peu moins personnellement, mais le V-cut, donc ça va faire une entaille donc tout le long du cigare ici. Ça va combiner un peu l'effet des deux premières coupes. C'est-à-dire que la sortie sera un peu plus petite que si vous faisiez une coupe classique, coupe droite. Mais en même temps, voilà, c'est quand même assez large. Vous aurez quand même un beau volume de fumée qui sort. Voilà. Après, c'est simplement une question de préférence. Il faut essayer puis voir la coupe qui convient à chacun. Il n'y a pas de meilleure coupe que d'autres. Alors, on nous demande laquelle toi tu préfères. Je pense que c'est une question personnelle. J'utilise en fonction du cigare, soit l'emporte-pièce, soit la coupe droite. Ouais, je suis plus. Je pense aussi, ouais. L'emporte-pièce, je vais le faire sur des cigares, voilà, comme je disais, peut-être un peu plus doux, un peu plus léger. Si par exemple je m'apporte à gaz D4, je vais plutôt préférer une coupe droite, quoi. Histoire d'avoir un peu plus d'amplitude et voilà. Histoire de l'aérer un peu plus, quoi. Alors on parlait de mariage, justement, de pairing entre le rhum et le cigare. Quel a été le pairing qui t'a le plus marqué depuis que tu fais ce métier, en fait? Vraiment celui où tu te dis, ça c'est l'association idéale. Alors l'association idéale, c'était au lieu des Monterey Grand Épicure édition limitée, que j'avais dégusté. C'était avec le Nesson cuvée du 3e millénaire.
Ok, oui, donc on est quand même sur du niveau déjà. On était quand même sur de beaux produits, ouais. Mais honnêtement, le pairing était exceptionnel. Après, je précise aussi que pairing, c'est pas uniquement le cigare ne se marie pas uniquement avec du spiritueux. Donc effectivement, c'est l'association qu'on va faire le plus souvent, soit avec du rhum, du whisky, du cognac ou autre. Mais on peut ne pas hésiter aussi à prendre un petit carré de chocolat, un petit gâteau au chocolat ou un café, ça marche très bien aussi. C'est pour ceux qui n'aiment pas trop boire de l'alcool en même temps que fumer le cigare. On n'est pas obligé de déguster son cigare. Des gens qui boivent de l'alcool, on en a très peu. Qui ne boivent pas d'alcool, pardon, on en a très peu. Ouais. Voilà. Mais effectivement, on parle souvent de ces 4 produits, donc le rhum, le café, le cigare et le chocolat. Est-ce qu'on peut en déduire que ces 4 produits se marient très bien entre eux, peu importe le sens, parce qu'ils ont souvent des terroirs culinaires, c'est-à-dire qu'ils ont souvent des mêmes régions. Bien sûr, l'association de terroirs est aussi très importante. Voilà, on l'a dit, le terroir, c'est ce qui fait, on le sait dans le rhum, le terroir, c'est ce qui fait, le terroir fait beaucoup, et c'est également le cas pour les cigares, et c'est également le cas pour les autres produits. Donc, association de terroir, bien sûr, ça marche très bien. Après, ce qui va faire que les cigares se marient bien avec tout ce qui est café et chocolat, par exemple, c'est que on va retrouver ces notes torréfiées beaucoup dans les cigares. Il y a, par exemple, je sais, Benoît, que tu aimes bien le Paradiso. C'est un cigare qui développe le côté un peu cacaoté, chocolaté. Et donc voilà, le pairing avec un chocolat ou un cœur coulant en chocolat, ça marche très bien. Effectivement, ouais. Et d'ailleurs, dans la dégustation, il y a des similitudes puisqu'on va sentir. Hein, il y a d'abord la vue, hein, il y a la couleur. Il y aura aussi l'odorat, donc on voit qu'il y a quand même des similitudes dans la façon de déguster, cigare, rhum, chocolat, et on se rejoint au niveau de la dégustation à ce niveau-là. Ah oui, bien sûr. Le cigare, ça reste un produit de bouche, donc bien sûr, il y a tout ça qui entre en jeu aussi. Il y a l'odorat, effectivement, il y a tout ça qui entre en jeu. Alors j'ai une question, on change un petit peu de domaine. Ta civette, elle est située dans un quartier qui est assez touristique, même très touristique. Il y a une différence dans l'acte d'achat entre un étranger et un Français. Et quand tu as répondu à cette question-là, la deuxième qui vient après, c'est comment tu fais pour amener un client étranger sur le rhum agricole grâce au cigare? Très bonne question. Alors, pour revenir à la première question, donc est-ce qu'il y a une différence d'achat entre le client touristique et local, c'est ça? Différence d'achat sur du cigare ou sur du rhum? Sur le cigare d'abord, oui. Ok. Sur le cigare, non. C'est exactement la même chose, étant donné que les clients, les touristes qu'on a, sont soit américains, brésiliens, chinois, beaucoup, sont des gens qui sont déjà éduqués au cigare, qui connaissent déjà assez bien, et en général qui savent déjà ce qu'ils veulent. Pour la plupart, il y en a bien évidemment qui vont demander conseil, mais en tout cas, ça reste exactement la même chose, le même principe que pour une clientèle locale. Donc ça change pas. Après, si on passe sur le rhum, c'est vrai que le rhum agricole, en tout cas de ce que j'ai pu voir sur la clientèle américaine, sur la clientèle chinoise et les autres touristiques, c'est que beaucoup de nos produits, en tout cas des produits des rhums agricoles des Antilles françaises, ils sont assez peu connus et en tout cas ils ont assez peu eu l'occasion de déguster. Pas forcément distribué dans ces pays. Voilà. J'ai eu quand même quelques bonnes surprises de clients étrangers qui étaient très calés sur nos rhums et qui étaient assez agréablement surpris de pouvoir retrouver cette sélection ici. Mais en tout cas, dans la plupart des cas, ce sont des personnes soit qui sont déjà amatrices de whisky, ou sinon des rhums assez édulcorés. Et du coup, quand je propose du rhum, beaucoup sont parfois assez fermés et ne veulent pas de rhum en pensant que je vais leur proposer des rhums un peu sucrés. Alors on en a, hein, on en a ici, on en a pour tous les goûts. Mais voilà, la façon d'amener, moi j'amène les rhums agricoles à travers le whisky. C'est-à-dire que pour ces personnes-là qui vont apprécier le whisky c'est un spiritueux qui est déjà qui est un peu sec, qui est assez complexe aromatiquement. Donc voilà, moi pour un amateur de whisky, je vais l'orienter plus facilement sur un rhum agricole que sur un rhum sucré, quoi. Et certains rhums avec des finishes en fait de whisky, ça aide aussi. Ah ouais? Ouais.
Ah ouais, en leur disant que voilà, on a une finition en fût de whisky un peu fumé, tourbé ou fût de whisky des Highlands, parce qu'ils sont très connaisseurs. Euh, ça attise la curiosité et après, une fois qu'ils ont goûté un, qu'ils se sont rendus compte que ce ne sont pas des rhums sucrés, c'est beaucoup plus facile après. Ouais. Alors après, on a, en fonction des pays, comme dans les spiritueux finalement, hein, on a pas mal d'éditions limitées, on a certaines séries qui sont destinées à un certain marché, Ouais. des exclusivités par exemple pour les États-Unis ou même pour l'Allemagne, etc. Ouais. À ce niveau-là, on a le même engouement en termes de collectionneurs, par exemple, comme on peut avoir dans le rhum. Absolument. Et ça, effectivement, à ce niveau-là, ça n'a rien à envier au rhum. On a de très grands collectionneurs, des gens qui ont des collections monstrueuses. J'ai déjà vu des photos de certains. Ça dépasse l'entendement. Ça n'a rien à envier au monde du rhum à ce niveau-là. Aujourd'hui, pour vous donner un petit exemple, la marque Davidoff, qui est donc très connue, une des marques les plus connues dans le monde, était autrefois basée à Cuba. Il y en a beaucoup qui le savent, il y en a d'autres que non. Mais auparavant, elle était basée à Cuba avant de quitter Cuba et de s'installer à la République dominicaine. Et donc Davidoff avait une gamme de cigares qu'ils avaient nommé au nom de châteaux de vin français. Donc il y a tout ce qui est Château Margaux, etc., etc. Et donc ces cigares-là, aujourd'hui, ils sont introuvables, ou presque. Il y en a qui arrivent quand même à mettre la main dessus, mais par exemple, une boîte de Château Margaux de Davidoff encore scellée, ça vaut pas loin d'une dizaine de milliers d'euros, quoi. Et on parle d'un nombre de combien de cigares environ dans une boîte? Là, si je ne me trompe pas, c'était des boîtes de 20 cigares. 20, ouais, ok. Ouais. Ouais, donc il y a quand même des prix qui s'enflamment aussi et vraiment des collections qui sont. Absolument. Après, sur le marché français, on est quand même encore un peu protégé à ce niveau-là parce que le prix du tabac est fixé par un décret de loi en France. Donc, il n'y a pas de spéculation. C'est impossible en France, mais en tout cas, à l'étranger, oui, il y a des prix qui peuvent exploser très rapidement. Comme en Suisse, par exemple. Par exemple. Et encore, la Suisse c'est loin d'être le plus cher. Ah oui? Non, la Suisse, ça va, c'est quand même assez raisonnable comparé à ce qui se fait dans d'autres pays. Ouais. Alors, Steve, j'ai une consoeur qui te demande si tu as une clientèle féminine pour les cigares. Absolument. De plus en plus. Et alors, vers quel type de cigares tu les orientes? Les mêmes que pour les hommes. Est-ce qu'il y a ce mythe, un peu comme dans le rhum, où les femmes préfèrent les cigares légers, peut-être, et pas forcément des trucs très corsés, très épicés, très lourds? Alors, il y a deux, je dirais, grands profils, on va dire. Il y a le profil donc de la femme qui apprécie le cigare, qui apprécie fumer avec son mari, qui va chercher effectivement un petit moment de plaisir, qui va se prendre des cigares plutôt fins, plutôt élégants, plutôt légers. Et puis il y a le profil de la femme connaisseur. Ouais. Et là par contre il n'y a aucune différence par rapport à un homme. Non, elle va vraiment chercher. Et on a de plus en plus de clientes comme ça qui sont vraiment connaisseuses et qui vont vraiment chercher des arômes plutôt qu'une taille ou plutôt qu'une puissance, quoi. Et on le voit, il y a de plus en plus de clubs d'amatrices. Ouais. Et dans les soirées qu'on fait à la civette, on a aussi beaucoup de femmes. Ok. Alors, pour revenir sur les assemblages, est-ce qu'on a une sorte de règle qu'on peut suivre? C'est-à-dire que à partir du moment où on a un rhum qui est assez puissant, il vaut mieux le combiner avec un cigare puissant, et si on a un rhum plus léger, peut-être le combiner avec un cigare un peu plus léger, pour que l'un ne prenne pas ne prenne pas le pas sur l'autre, en quelque sorte, pour déguster les deux de manière plus ou moins équilibrée. Ah oui, absolument. Ça c'est la base à respecter. Le but c'est que les deux aillent de concert. Il faut pas qu'il y en ait un qui prenne le pas et qui fasse qu'on ne sente pas l'autre. Donc à ce niveau-là, c'est pourquoi je dis il vaut mieux goûter dans l'idéal les deux produits séparément, voir un peu si jamais on ne les connaît pas déjà, voir un peu ce que ça propose et puis après choisir ce qu'on met, quoi. Mais oui, c'est très important.
Après, en termes de pairing, s'il y a une règle à suivre, voilà, c'est de choisir en fonction des notes que développent les produits, quoi, tout simplement. C'est ça. C'est ça. Alors, on parlait de ta meilleure dégustation, de ton meilleur pairing. Est-ce que tu as des coups de cœur que tu as eu récemment, autant en termes de cigares qu'en termes de rhum, hein? Alors, pas forcément pour les matcher ensemble, mais tout simplement des coups de cœur. Ouais, bien sûr. Coup de cœur en cigare, le Paradiso Révélation. Ah, oui. Par exemple. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Ouais, effectivement. Ouais, ça c'est un cigare que j'aime beaucoup. Sinon j'ai un truc. Oliva, le Robusto, le Melanio Robusto, ça aussi c'est un excellent cigare. Et puis sinon des cigares que j'adore, moi sinon à Cuba c'est Trinidad. Trinidad, c'est ma marque cubaine préférée. Le Robusto T, le Fundadores de Trinidad, ce sont vraiment des pures merveilles. Je vois pour s'entendre finalement, c'est bien. Et en termes de rhum? En termes de rhum, un coup de cœur que j'ai eu, bon, je le connaissais déjà, mais que j'ai redécouvert, c'est le Chantal Comte 2003, en brut de fût, la Tour de l'Or. C'est vraiment un rhum que j'adore. Ça. Et puis sinon, la favorite en millésime 2000. Alors Chantal Comte, vendredi. Hein. Oui, j'ai vu. Ouais, d'ailleurs, on sera vendredi 1er mai à 18h, pareil, donc sur la conférence du rhum. Alors, ce Tour de l'Or, là, justement, si tu devais le combiner avec un cigare, ce serait lequel? Dur à dire, mais j'ai une petite idée. Je partirais peut-être avec un Bolivar. Bolivar, quand même assez puissant. Entre un Royal Corona ou un Bellicoso, je partirais peut-être sur un Royal Corona de Bolivar. Ok. Alors, on va voir juste rapidement s'il reste encore quelques questions dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Steve, n'hésitez pas. Steve, est-ce que tu peux juste nous répéter l'adresse de la civette, s'il te plaît? Oui, on est donc au 157 rue Saint-Honoré, Paris 1er arrondissement, donc juste en face de la Comédie Française et derrière le Louvre. Donc, ouais, très très beau quartier, n'hésitez pas. C'est un très beau quartier, effectivement. Alors Steve, j'ai une petite question concernant les cigares brésiliens dont on parle pratiquement pas. Ouais. C'est vrai que c'est un terroir qui est en train de monter depuis quelques temps. Le Brésil produit pas mal de tabac, mais qui sont utilisés dans l'assemblage d'autres cigares. Il y a beaucoup d'autres marques qui vont utiliser du tabac brésilien pour la soucoupe ou dans la tripe pour apporter le tabac brésilien va apporter ce côté un peu chocolaté aussi, cacaoté et un peu de gourmandise. Et après, j'ai pas encore eu l'occasion personnellement de déguster un cigare 100% brésilien, mais j'en entends de plus en plus parler du terroir brésilien depuis quelques temps. Il y a quelques terroirs comme ça qui sont en train d'émerger et de se faire connaître. Le Costa Rica, par exemple. Mais voilà, personnellement, j'ai pas encore eu l'occasion de goûter un cigare 100% brésilien. Il me semble que KO avait sorti toute une série avec des cigares 100% brésiliens, si je me trompe pas. 100% brésilien, j'en vois, enfin, ça me parle pas. Probablement avec en assemblage, mais en 100% brésilien, ça me parle pas. Ok. Mais c'est possible, en tout cas, il était pas disponible sur le marché. Peut-être pas disponible en France. Voilà, c'est ça. Ouais. Sinon, on a une question. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui trouve un cigare avec des nœuds? Là, c'est la grande question. Il n'y a pas grand-chose à faire, hélas. Une petite chose à essayer, à tenter, mais sans garantie. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce qu'est un nœud d'abord pour les gens qui ne savent pas? Bien sûr. Alors, c'est au moment du roulage donc des feuilles de tabac. Je sais pas si on va voir très bien, mais les feuilles sont roulées de telle sorte que l'air puisse passer à travers. Parfois, ça peut arriver qu'il y ait des feuilles un peu torsadées et que ça bouche le passage d'air. Et donc, au tirage, le cigare est complètement bouché, ça donne pas de fumée. On n'arrive pas à le fumer convenablement. Et là, c'est une dégustation qui est gâchée. Après, la première chose à essayer, c'est un peu de casser le nœud à l'endroit où on le sent. Essayer un peu de jouer avec, de le palper, d'appuyer dessus. Parfois, ça peut arriver que ça fasse un peu bouger les feuilles de tabac entre elles et que ça se dégage un peu. Sinon, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez essayer également un petit outil qui s'appelle donc le Perfect Draw,
qui est une espèce de petite tige avec des dents que vous enfilez dans le cigare et qui permet de le percer en fait, de faire un trou et de laisser le passage d'air. Mais ça, c'est vraiment une solution qui est déjà un peu plus radicale, j'ai envie de dire. À part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de solution. Et ce problème des cigares à boucher, hélas, il arrive presque exclusivement sur les Cubains. Ah bon? Ok. En termes de qualité du roulage, vous trouverez jamais un cigare bouché chez Davidoff, jamais un cigare bouché chez Arturo Fuente, chez Paradiso, parce que Paradiso est roulé chez Fuente. Qualité du roulage, c'est toujours nickel. En termes de qualité, les contrôles qualité sont beaucoup plus stricts et beaucoup plus nombreux que sur les Cubains, quoi. Alors, on a Arnaud Nano qui nous pose une question et qui nous dit: vous avez mentionné que les cigares présentent des notes aromatiques similaires à celles du rhum. Dans l'association Rhum Cigare, est-ce qu'on cherche justement à dupliquer ces notes ou au contraire à trouver des notes complémentaires? Tout est possible. C'est vrai que l'association la plus simple, c'est d'associer des notes équivalentes et identiques. Mais par exemple, pour revenir, pour prendre un autre exemple, vous avez un cigare avec des notes, on le disait, torréfiées. Vous pouvez associer un rhum avec un côté un peu boisé, épicé. Pas ce côté torréfié et autres, mais voilà, un côté un peu boisé, épicé. Ça va aller avec les notes torréfiées du cigare et là on n'est pas sur une palette aromatique équivalente, mais pourtant ils vont aller ensemble. Donc tout est possible. Soit vous faites une association des semblables, soit vous faites une association des contraires avec des notes totalement différentes, histoire de contraster, ou prendre en tout cas des palettes aromatiques assez proches, différentes mais assez proches pour qu'elles puissent avancer ensemble. Ça peut être différent mais complémentaire en fait. Voilà. Alors, on sait que récemment, tu as également à la civette, d'ailleurs, je ne sais pas s'il t'en reste ou pas, des Saint James 2003 en embouteillage de la confrérie du Rhum. Absolument. Je ne sais pas si on l'a redit, mais voilà. Ah, bah voilà, donc si vous en cherchez encore, voilà, il en reste à la civette. Ça, tu le combinerais avec quoi? Sur ça, c'est un rhum qui est assez puissant gustativement, avec des notes très présentes, justement, typiques de chez Saint James. C'est Saint James, oui. Moi, je partirais. J'ai envie d'essayer soit, comme je disais tout à l'heure, un Oliva Sirive Melanio, un Robusto, avec ce côté épicé, très très raffiné, puissant, mais beaucoup de finesse. Ça pourrait matcher assez bien. Ou sinon, là, c'est curiosité personnelle, j'aurais bien envie d'essayer aussi un Liga Privada, qui est un cigare aussi assez puissant, également du Nicaragua. Un Liga Privada qui développe aussi ce côté poivré, très 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 épicé, une petite touche un peu légèrement de réglisse. Mais ça, c'est plus curiosité personnelle. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'avec toute la gamme Oliva Melanio, avec le Robusto ou le Figurado, ça marchera très bien. Ok, donc vraiment le terroir nicaraguayen, justement, avec plutôt, ouais, moi je serais d'emblée parti sur du Nicaragua. Après, comme je dis, ça peut se marier aussi avec d'autres, mais c'est très large en tout cas en termes de palette aromatique, que ce soit en République dominicaine ou à Cuba. Mais c'est vrai que j'aurais tendance un peu plus à partir direct sur du Nicaragua. Et n'hésite pas à faire le pairing pour nous dire après. Hein, absolument. Je pense justement que ce pairing Saint James 2003 Nicaragua, je vais peut-être le tenter un peu plus tard dans la journée, parce que ça m'intrigue pour le coup. Sinon, on nous pose la question, justement, une question suivante assez intéressante. Il y a Ralph Meyer qui nous demande: quel cigare avec des rhums jamaïcains? Oh, bonne question. Très bonne question. Avec ça, je serais parti. Là, pour le coup, je serais repassé sur du cubain. Là, je serais parti sur des. Ça peut soit partir également avec un Bolivar, sinon essayer un Ramon Alones. Ramon Alones également, très 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 sympathique comme cigare cubain. On est sur une puissance moyenne à forte. Je pense que là, pour le coup, on ne sera pas sur une association des semblables, mais plutôt des notes un peu différentes mais complémentaires. Après, tout dépend évidemment du Jamaïcain en question, mais ouais, je pense que ça se marierait assez bien. Ou j'y pense aussi toujours à Cuba avec un Vegas Robaina, qui sera également sur une très très légère sucrosité, puissance moyenne aussi,
avec un Gastrobaena aussi, je pense que ça ira bien avec un rhum jamaïcain. Ok. Je pense qu'au niveau des questions, on y est. Géry, est-ce que tu avais des questions encore? Oh non, j'ai fait le tour. Écoute, Steve, en tout cas, on te remercie pour cette intervention. Avec plaisir. Ça sera quoi la prière de ce soir? Écoute, je te suis. Ce que je disais, je vais essayer donc mon Liga Privada avec la cuvée Saint James. Okay. Et j'ai déjà commencé d'ailleurs avec le Saint James. Sans faire un coup d'ailleurs. Bien aéré là. Je vous mettrai. Ah oui, là il est bien aéré. Je vous mettrai la photo sur le groupe tout à l'heure. Je vous dirai ce que ça a donné. D'accord. Ok. Alors, en tout cas, on te remercie beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir ce live? Écoute, qu'on ait à nouveau du monde avec qui partager, avec qui échanger sur le rhum, sur les cigares. Parce que c'est vrai qu'en ces temps un peu compliqués, on a beaucoup moins de monde ici. Bien qu'on vend quand même pas mal de bouteilles malgré la situation, mais voilà, en tout cas, c'est vrai ça manque quand même de pouvoir échanger avec des clients, avec des connaisseurs et voilà, c'est vrai que ça manque. Ok, mais en tout cas, on te remercie, Steve, pour ce live. C'était super intéressant. Et en ce qui nous concerne, Géry, on va se retrouver demain avec qui déjà? On se retrouve demain. Oui, mais la question était avec qui? Avec le podcast. Exactement. Demain avec un horaire un peu particulier. Donc demain, ça sera 21h et non pas 18h. Donc on sera vraiment en bon début de soirée pour passer un moment avec nos deux collègues Laurent Cuvier et Roger Caroni du Singlecast pour vous faire un Singlecast en live auquel vous pourrez donc participer, poser vos questions. On aura un sujet surprise qu'on ne dévoilera que demain à 21h. Et puis voilà. Donc nous, on vous dit à demain. Tu leur dis pas. Tu leur dis pas le sujet là. Pardon? Tu ne leur dévoiles pas le sujet. Non, on ne le dévoile pas. Demain. Il faudra attendre demain. Voilà. Et voilà. Et sinon, vous pouvez toujours retrouver ce live avec Steve en replay sur YouTube d'ici quelques heures. Je pense ça devrait être là. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Salut. Merci à vous. Ciao. Ciao.